Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, la partie 2 qui précède les bases du Swift. Dans ce tutoriel, nous allons faire beaucoup de tests, donc je profite pour vous présenter le Playground d'Apple qui permet d'afficher les résultats et bien plus sans rien compiler. Nous allons aborder les tuples, les conditions, les boucles ainsi que les structures, les classes, puis les fonctions. Comme toujours, je vous conseille de lire en complément de ce cours vidéo le lien que j'ai fourni dans la description. Avant de commencer les choses compliquées, nous allons voir que dans une chaîne de caractères, nous ne sommes pas obligés de mettre forcément la valeur directement, mais que chaque caractère a son numéro spécial. Avec un anti-slash-u, entre les accolades, on met le numéro du caractère. Donc par exemple 24, un dièse, enfin 23, un dièse, ou 24, c'est $1. C'était juste un exemple. Donc maintenant, commençons avec par exemple une conversion d'une chaîne string en un entier, avec deux points int. Donc on met le chiffre to int. Donc ça va être la conversion du chiffre de la variable chiffre en conversion. Cette fois-ci, ce sera une somme, et pour vérifier, on va faire tout de suite un if pour voir que nous avons bien un entier. Donc là, par exemple, j'ai fait une conversion avec un 32. Si par exemple je mets une chaîne de caractères, bien sûr, ça va faire une erreur parce que conversion est un entier et qu'on ne peut pas faire de condition avec une valeur différente, avec un type différent. Donc je mets un chiffre. Donc, je peux mettre 56 si j'ai envie, voilà. Et là je print c'est égal à 56. Ça c'était juste un type. Après on peut voir qu'il y a aussi des cookies, enfin des types booléens. Donc là par exemple true, ça va nous afficher true. Donc ça c'est un autre type de variable, c'est true ou false, qui correspond à 0 ou 1. Mais ça peut être utile de mettre des types booléens, par exemple avec un if, qu'on regarde tout de suite. Enfin, pour les conditions que ça va être utile, hein, ça peut être des boucles for, etc. Donc là, par exemple, tant que, enfin, toujours si cookie c'est bon et à true, on va print j'aime les cookies. Parce que true, ça veut dire vrai. False, hein, ça veut dire que ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc là, else, ça veut dire sinon. Sinon, on va printer je n'aime pas les cookies. Donc voilà. Donc là, on voit que ça nous print un j'aime les cookies. Parce que c'est true. Si c'est false, je n'aime pas les cookies. Et là, on peut mettre aussi une autre condition, et. Ça correspond au et. Donc par exemple, on va mettre et conversion égale à 4. Aussi, on apprend tout de suite les conditions. On peut très bien mettre le de égal égal, on peut mettre n'est pas égal à 4, inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 4, supérieur à 4, ou inférieur à 4. Ça peut très bien fonctionner. Et sinon, au lieu de et, on peut mettre un ou, comme ceci. Donc c'est le Shift Alt L. Donc voilà. Donc là, on fait un essai, c'est à true. Ça nous affiche j'aime les cookies parce que comme cookies est bon et est à true, on s'en fout que la valeur de la conversion n'est pas égale à moins 4. Enfin, n'est pas inférieur à 4. Et là, si c'est et, évidemment, là on ne va pas, on va faire attention à ce que conversion soit bien inférieure à 4. Là, il n'est pas inférieur à 4. Donc, ça nous print je n'aime pas les cookies. Donc là, on va voir tout de suite les boucles for in.
Donc for i, in, salut, ça va nous printer tous les caractères de salut. Donc là, on voit qu'on a mis un i, for i, ça veut dire que le i, il va juste être initié pour la boucle for, et qui va afficher les caractères de salut pour cet exemple. Donc là, quand on dit for i in, ça veut dire pour i dans salut. Donc là, on a 5 caractères dans salut, donc ça se répète 5 fois, et donc ça nous print les mots dans le print i. Ça, on met salut ça va, comme ceci. Et 13 fois, parce que salut ça va, 13 caractères. Après, for i in 0, 6. Ça veut dire que c'est for i allant de 0 à 6, avec les 3 points de suspension. Donc on va print i, qui se répète 3 fois, parce qu'on a fait de 4 à 6 pour donner un exemple. Donc là, 4, 5, 6. Si nous mettons 5, 5, 6. Voilà. Là, on va prendre avec un autre exemple notre liste de courses. Voilà. Et on fait un for i, virgule, e, in enumerate course. Ça va dire qu'on initie une variable i et une variable e qui est dans enumerate course. Ça veut dire que ça va énumérer le nombre d'articles qu'on a dans notre tableau course. Donc on va printer article, parce que le i ça va correspondre au numéro. Ça veut dire, c'est comme l'ancienne boucle que l'on a fait, 5 à 6. Ça veut dire que le i ça va vouloir ça, parce qu'on l'a initié avant. Et le e qu'on a initié comme deuxième variable, c'est un exemple, on peut très bien mettre ce qu'on veut, par exemple e et i. Du coup, e ça fera le numéro de l'article et i le nom de l'article. Donc là, article i est e. Donc on voit que ça nous affiche article 0 est pain, article 1 est confiture de fraises, etc. Donc maintenant, les boucles for var i, ça veut dire que là, encore une fois, on va initier une variable du nom qu'on veut, juste dans la boucle for. Ça veut dire que ça va toujours... on pourra réutiliser la même variable tant que dans une for. Ça n'initie pas pour tout le programme. Donc for i inférieur à 6, et on va dire que i va toujours prendre plus 1. Pour notre exemple, on peut très bien mettre ce qu'on veut, comme toujours. Donc là, on va printer les i. Aussi les boucles while, ça veut dire tant que conversion n'est pas égale à 6, on va faire ça. Donc on va printer, pour notre exemple, tant que mon nombre n'est pas égal à 6, je m'exécute sans m'arrêter. Et il bloque les programmes ci-dessous. Bien sûr, on ne les a pas encore fait, mais par exemple, ça veut dire que tant que conversion ne sera jamais égale à 6, on ne pourra pas aller plus loin, ça va exécuter la boucle autant de fois que nécessaire. Donc là, évidemment, ça va faire une boucle infinie, parce qu'on ne change jamais la conversion. Si nous souhaitons faire comme une boucle for, on va évidemment initier notre variable, par exemple test1, qui cette fois-ci sera une variable qui sera partout. Ce n'est pas uniquement pour la boucle while. Donc là, test1 inférieur à 6. Donc là, encore une fois, ça va s'exécuter autant de fois, comme on le voit. Donc on met test pour refaire comme la boucle for. Donc cette fois-ci, ça va s'exécuter autant de fois, mais comme on va toujours affecter la valeur plus 1 à test1, au bout d'un moment, test1 va être supérieur à 6 et la boucle while va s'arrêter. Donc on voit que là, ça va de 0 à 6, 0 à 5.
parce que c'est inférieur à 6. Si on l'avait mis inférieur ou égal à 6, ça aurait pris le 6. Donc là, oui, je regarde pour le book for, voilà, c'est pareil, 0 à 5. Maintenant, une boucle do while. Le do, ça veut dire que même quand la condition n'est pas bonne, on va toujours exécuter la première fois notre boucle while. C'est vraiment une boucle while, mais juste, on va dire que ça va s'exécuter quand même la première fois. Donc là, on va dire par exemple, tant que test 1 est inférieur ou égal à 6, on va exécuter. Mais si la première fois, test 1 est supérieur ou égal à 6, on va le prendre quand même. Et on va le mettre du coup des prints ou ce qu'on veut ici. Je m'exécute même avant la condition, puis je respecte la condition ci-dessous. Toutes les autres fois, et comme toujours, on n'exécute jamais le code qu'on a mis après. Tant que la boucle while ne va pas se terminer, on ne pourra pas exécuter le programme ci-dessous. Donc là on voit c'est infini, ça va jamais parce qu'on n'a pas mis test. Voilà, donc là par exemple on a mis un test plus 1, du coup au bout d'un moment, test va être supérieur ou égal à 6 et du coup ça va s'arrêter. Donc on voit que ça nous print une seule fois seulement. Et là si par exemple on avait mis test égale 0, ça va se répéter 6 fois. Donc je m'exécute 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin 7 fois. Oui. Donc voilà. Après maintenant les tuples. Donc là ce sont comme des variables, mais on voit tout de suite qu'un tuple, par exemple le tuple d'une erreur 404, pour donner un bon exemple concret, on va mettre 404, virgule, et une autre chose. On peut vraiment mettre ce qu'on veut, on peut mettre plusieurs chiffres, plusieurs chaînes de caractères. Là pour mon exemple, un exemple simple, juste, ça va être de type int string. Pour le printer, c'est simple, erreur 404, c'est-à-dire le nom de la variable, et là on voit que le playground est bien parce qu'il nous met que la variable qu'on a initiée. Là par exemple 404 ça vaut 0. La page internet introuvable que j'ai initiée, ça vaut 1. Donc pour le printer on va utiliser ces numéros. Et du coup pour printer 404 uniquement, on va mettre erreur .0 qui va nous printer seulement 404. Si on met .1, ça va nous printer page internet introuvable. Donc là aussi, comme les tableaux, on peut mettre ce qu'on veut au lieu des chiffres si on n'aime pas. Donc du coup là, code, et là ce sera le message. Évidemment, comme toujours, je le répète, on peut mettre ce qu'on veut. On voit que ça prend toujours les numéros, mais qu'on peut aussi mettre notre message, par exemple, erreur 404, message, ce sera page internet introuvable. Donc là, vite fait. Donc maintenant, là, on va passer aux structures et aux classes. Parce que comment dire, parfois les tuples ne suffisent pas. Donc je vous conseille de toujours utiliser les structures ou les classes. Elles fonctionnent avec exactement le même principe que les tuples. Donc par exemple, on a vu comment faire pour notre erreur 404, mais il existe plusieurs erreurs sur Internet. Par exemple, l'erreur 200 qui veut dire que la page est OK, l'erreur 401 qui veut dire qu'il faut un mot de passe, l'erreur 404, etc. Donc au lieu de tout ça, nous allons créer notre structure erreur, pour notre exemple, qui, comme son nom l'indique, va créer une structure identique pour vos différentes erreurs. Je précise bien que c'est un exemple, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Donc, structure, erreur, le nom de notre structure. Donc, pour mon cas, erreur avec S. Et on met variable
code pour reprendre l'exemple qu'on a fait, et variable message de type string. Et là, tout de suite, pour voir que par exemple, si on reprend si on met une variable qu'on a déjà dans notre code, ici ça va servir à rien, parce qu'on va tout de suite le voir pourquoi, parce que quand on va vouloir print, ça sert à rien de mettre des valeurs par défaut en fait, on pourra jamais les utiliser, les valeurs par défaut, on va toujours devoir, parce que c'est juste une structure. Donc là par exemple je fais ma variable erreur 404. Donc on voit que j'appelle dans la variable 404, erreur 404, la structure erreur. Et obligatoirement nous sommes obligés de mettre une valeur pour le code, le message et le test. Donc là je vais mettre erreur 404, le message on remet pareil, introuvable. Et là on voit que nous sommes obligés de mettre une valeur pour test. Et ça n'arrange pas parce que voilà. Donc c'est inutile. Évidemment, ouais, comme j'avais déjà initié une variable structure, une variable erreur 404, ça n'a pas fonctionné, il faut changer de nom. Donc là, une erreur 401, tout de suite, message mot de passe requis, une variable 400, une variable 200, qui veut dire que la page est OK, tout est OK. Et du coup, si on veut print erreur 404 de structure, on va faire point message. Et comme les tuples, on va afficher la même chose. Mais c'est toujours plus utile de voir, d'avoir une structure, personnellement, je préfère. Maintenant, les classes. Donc, le même principe un peu. Les classes, le nom de la classe, erreur 2, du coup. J'aurais pu mettre erreur aussi. Donc là, code, message, on voit que ça fonctionne un peu pareil. À la différence près que nous pouvons mettre les structures dedans. Donc ça veut dire que dans notre classe erreur, on pourra avoir les valeurs de la structure, des valeurs de la structure, mais avec différentes valeurs. Par exemple là, on voit que dans les classes, on peut remettre le nom des variables. Ça veut dire que dans les classes, nos noms de variables sont différents du code normal. Ça veut dire qu'on peut réutiliser des variables. Ça veut dire que ça va toujours être ça. Seulement, uniquement, des variables qui vont fonctionner pour classe erreur 2. Donc là, on peut mettre plus de choses, parce que contrairement aux structures, on peut définir des valeurs par défaut. Enfin, dans les structures, on ne peut pas définir des valeurs par défaut. Dans des classes, si. Soit ne rien mettre, comme on veut. Mais les structures sont très bien pour déclarer 2 ou 3 variables de type int, double ou string, mais pas plus. Le mieux est d'utiliser les classes si vous souhaitez créer un plus gros objet. Les différences entre les structures et une classe est difficile à assimiler, mais pour un novice, même pour un novice, donc retenez juste ça. Une histoire de mémoire et de processeur. Donc on va donc utiliser les classes pour initier plus de 3 variables, comme je l'ai fait. Et comme je l'ai fait aussi, on voit qu'on peut ajouter des tuples, contrairement dans les structures. Et on peut ajouter nos structures et tout. Donc là, par exemple, erreur de ma classe, on va l'initier à erreur 2. On met juste erreur 2. Là, on voit déjà que c'est un peu plus simple. Et après, là, par exemple, si je veux prendre le code message erreur introuvable, par exemple, là, on voit qu'on a le code 404. Donc là, on va print erreur de ma classe, la variable que j'ai définie, erreur de ma classe, point erreur 404, point message. Et du coup, on retrouve notre introuvable. Et là, c'est vraiment pratique parce que du coup, notre structure, notre classe va toujours valoir ça. Et on pourra toujours la mettre à part pour changer les valeurs après dans notre code si nous voulons faire des traductions, etc. Donc franchement, c'est pratique. Donc là, ouais, c'était juste pour
cas où la console. Donc là maintenant, les fonctions. On va passer aux fonctions. Donc jusque-là, nous avons vu comment stocker une même structure pour plusieurs variables. Mais maintenant, c'est encore mieux. Et vraiment, il n'y a pas mieux que les fonctions. Donc les fonctions sont des morceaux autonomes de code qui effectuent une tâche spécifique. Vous lui donnez un nom de ce qu'elle va faire concrètement, et ce nom est utilisé pour l'appeler. Évidemment, on peut mettre un autre nom, mais c'est toujours mieux de mettre le nom de ce que ça va faire. Par exemple, là, je vais faire un Hello World, je vais l'appeler Hello. Donc, on voit qu'on est obligé, contrairement aux structures, de mettre des parenthèses ouvrantes et fermantes. Donc là, par exemple, notre fonction, on voit que ça n'affiche rien. Pour l'appeler, on va l'appeler avec son nom, Hello. Et là, on voit qu'on appelle la fonction. Évidemment, ça ne la printe pas. Donc pour la printer, on va simplement faire un print. Mais avant de ça, on va tout de suite voir qu'une fonction peut avoir des types, soit des types string, soit des types true, etc. Mais quand elles sont des types, ces fonctions, il faut obligatoirement qu'elles aient un return à la fin. Donc là, par exemple, de type string, ça veut dire qu'on va faire un return obligatoirement d'une chaîne de caractères. C'est vraiment très facile à comprendre quand même. Donc là, return de notre chaîne de caractères. Là, on voit que ça va bien la print. Mais évidemment, il faut toujours faire dans un print pour être sûr qu'on va toujours afficher. Donc là, ça nous print hello. Et là, par exemple, salut et hello. Ça fonctionne comme une variable. Et franchement, c'est pratique parce que cette variable peut être dynamique, du coup. Une fonction, ça peut être une fonction de type string. Ça ressemble à des variables dynamiques. Et c'est bien. Donc salut hello, si on met hello pops, par exemple. Et là, on peut mettre même des arguments. Donc on va mettre un argument non. Ça veut dire qu'à chaque fois, on sera obligé de mettre l'argument qu'on va printer. Par exemple, hello pops, non. Et là, du coup, ça va dire, quand on va mettre par exemple non Arthur, ça va dire hello pops Arthur. Donc là, obligatoirement, nous sommes obligés de mettre le nom. Et là, on voit qu'il y a un petit souci, parce qu'on réouvre des guillemets, du coup, ça fait des bugs. Donc, on va utiliser la technique des doubles prints, du coup. Hein. C'est simple, on fait un print salut et on refait un autre avec notre juste hello. Et voilà, on met salut et hello pops Arthur. Et vraiment là, c'est pratique. On met Pierre, hello pops Pierre. Nous n'avons pas besoin de reprendre à chaque fois de réécrire hello pops. Là, par exemple, on peut mettre plusieurs, ce qu'on veut. Et là, on va créer une fonction gagné ou perdu pour avoir un meilleur exemple. Donc avec un argument score de type entier et un argument non de type string. Donc là, vite fait, hein, phrase par exemple, là, nous sommes obligés, comme je vais modifier la valeur du return, je suis obligé de définir une variable qui fonctionne que dans la fonction gagné ou perdu, la mettre à nul, et modifier sa valeur par la suite avec des if en fonction du score. Donc là, par exemple, si score supérieur ou égal à 20, on va dire que notre variable phrase va être égale à vous avez gagné, jeune, non. Sinon, phrase va être égale à vous avez perdu, désolé, non, mais tu as perdu. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, dans une fonction, nous sommes obligés de faire le return. Et on ne peut pas mettre plusieurs returns. C'est pour ça que j'ai initié la valeur phrase pour mettre le return phrase. Ça veut dire que ce return sera dynamique en fonction du score, comme vous l'avez compris. Donc là, par exemple,
J'appelle ma fonction dans un print, toujours pour regarder, hein. Donc gagné ou perdu, on va mettre un score 4, et on va mettre Arthur, que c'est Arthur qui joue. Et là, désolé Arthur, mais tu as perdu, parce que notre score n'est pas supérieur à 60. Si je mets un score 65, magie, vous avez gagné jeune Arthur. Donc là, franchement, les fonctions, c'est vraiment bien. Donc là, j'ai juste descendu pour voir que même 10 minutes après, on peut toujours réutiliser nos fonctions. Donc là, par exemple, je fais une variable score du joueur, une variable prénom du joueur. Je vais mettre pour plusieurs, donc je fais un tuple. Et là, comme ça, on aura plusieurs joueurs. Arthur Janssen. Donc là, par exemple, je print le score du joueur pour bien voir que 0, ça sera 43. Et celui du joueur 1, ça sera 54. Donc là, tout de suite, je mets en argument le score du joueur 1, même 0, et le prénom du joueur 0. On rappelle notre fonction de gagné ou perdu. Donc là, on dit désolé Jean-Pierre, Arnie, mais tu as perdu. Parce qu'il a un score à 43. Si on met un score à 60, vous avez gagné jeune Jean-Pierre Arnie. Donc là, c'était l'exemple. Bien sûr, je mets pour mon deuxième joueur. Là, Arthur Janssen, il a perdu. Maintenant, exemple avec une structure. Donc là, c'est vraiment pour perfectionner, pour voir vraiment tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on peut faire avec une structure et des. Donc là, par exemple, une structure jeu, variable, nom du jeu. On va initier une fonction dedans qui sera uniquement qui sera appelable uniquement dans la structure jeu. Ça veut dire que cette fonction, la fonction score que je vais faire, ce sera uniquement pour la structure jeu. On ne pourra pas l'appeler autrement. Donc là, je reprends le même principe, j'y vais vite. Vous avez gagné. Nom du jeu, donc là c'est juste pour dire que on peut prendre la variable qu'on a initiée autre part que dans la fonction. On peut très bien le faire. Donc là. Ça, bien sûr, c'est des exemples. Je vous invite à faire les exercices que j'ai donnés dans le lien de la description. Ce sera vraiment comme ça qu'on s'améliore. Donc là, par exemple, sinon, désolé, non, mais tu as perdu le jeu, le nom du jeu. Comme toujours, notre return phrase pour mon exemple. Et bien sûr, si je mets que la fonction score est de type entier, ça appellera un type entier. Donc là, variable, par exemple, on va faire Pac-Man égale jeu, nom du jeu, Pac-Man. Ça, c'est juste pour voir. Donc on a bien vu que cette variable nom du jeu, elle est dans la structure jeu. Donc maintenant, Pacman.score, ça veut dire que du coup, mais maintenant, on a accès à notre fonction score depuis la variable, depuis la structure jeu que j'ai initié dans Pacman pour l'exemple. Et du coup, là, on remet notre score du joueur 1 pour l'exemple, prénom du joueur 1. Et là, donc là, on reprend bien. Désolé Arthur, mais tu as perdu le jeu Pac-Man. Oh, il a perdu le jeu Pac-Man. Évidemment, on peut refaire, et c'est vraiment magique, hein, on peut refaire un autre jeu, changer League of Legends par exemple, et puis là, on met juste LOL. Et puis là, désolé Arthur Janssen, mais tu as perdu le jeu League of Legends. Comme ceci. Vous savez maintenant tout ce qui se passe derrière le design des applications et tout, et c'est vraiment très utile de connaître ces bases avant de se lancer dans une application. Je vous invite à visiter la playlist que j'ai créée qui répertorie tous mes tutoriels sur le Swift, ainsi que Xcode 6 et ultérieurs. Si vous le souhaitez, commençons par comprendre les bases de Xcode
pour application iOS dans la vidéo qui suit.